Bonsoir, très heureux de vous accueillir à l'Écuge pour cette rencontre organisée avec nos amis de Radio J en partenariat avec Hexagon Society. Donc, c'est un webinaire organisé par l'Écuge. En 30 secondes, l'Écuge, c'est l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, devenu presque maintenant un nom commun. Les gens disent « je vais à l'Écuge », qui s'appelait avant le Centre communautaire de Paris. Le lieu qui, au cœur de Paris, abrite aussi notre institut universitaire Elie Wiesel. Et quelques mots sur l'Écuge. L'Écuge, c'est une association culturelle qui dispense des cours d'hébreu, des cours de pensée juive, des conférences sur tous les sujets ouverts, où des personnes de tous les courants, mais aussi de toutes les origines participent à nos activités. On a par exemple en hébreu des gens qui ont vraiment toutes les origines possibles. Donc c'est dire un lieu d'ouverture. Et donc c'est au nom de l'Écuge que nous démarrons cette très belle soirée. Alain Finkielkraut, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation en cette période où il est si important et si difficile de penser notre rapport au monde. Sidérés. Nous avons été littéralement sidérés, ballottés entre un nouveau monde dont nous ne comprenons que les règles immédiates, gestes barrières, déconfinement, etc., l'incertitude sur le monde d'après, le trop-plein d'informations souvent contradictoires fait de nous des spectateurs passifs devant des spécialistes qui nous demandent d'arbitrer des choix de spécialistes. Et pendant ce temps-là, le monde bouge, il bouge très vite. Au terme de cette pandémie, à la géographie et à la chronologie mouvante, c'est un autre monde qui se dessinera demain, sur quoi devrait porter l'effort des nations, des organisations et des hommes pour que cela représente un espoir. C'est à cette question que vous allez nous aider à répondre, cher Alain Finkielkraut. Ce soir, on n'omettra aucune des crises, la sanitaire, la sociétale, l'environnementale, l'économique, la géopolitique, et on n'oubliera pas que nous sommes le 18 juin 80, ans, jour pour jour, après l'appel du général de Gaulle, il y a 80 ans, la France réexistait, sortait de l'occupation, virtuellement. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes philosophe, écrivain, essayiste, producteur de radio, membre de l'Académie française, et puis une des grandes voix du débat contemporain, et vous êtes aussi, plus particulièrement pour nous, membres de l'Institut Wiesel, l'intervenant de leçons inaugurales mémorables chez nous, à l'Institut Wiesel. Donc, on vous remercie doublement. Alors, pour vous interroger, pour l'instant, peut-être nous aurons Alexis Lacroix plus tard, mais pour l'instant, c'est Emmanuel Bloch, avocat, chercheur en philosophie juive, qui nous parle de New York directement, et puis Esther Lenman, qui a fait toute sa carrière de journaliste à la BBC et à Europe 1, qui est une personne engagée au sein de l'Écuge et de l'Institut Wiesel. Et donc, j'en profite pour saluer également Yadib Guy, notre directeur qui est à vos côtés, notre président Yves Roas et nos amis Sophie Wiesenfeld d'Hexagon Society qui intervient de Londres. Donc, le principe, cher Alain Finkielkraut, c'est de faire le tour de tous les problèmes planétaires en 1h15. C'est dire à quel défi nous sommes confrontés les uns et les autres ce soir. Et je donne tout de suite la parole à Esther Lenman pour quelques questions sur l'actualité la plus brûlante. Esther, c'est à toi. Faut que tu ouvres ton micro. 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 C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué la technique. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfaitement bien. Bon. On te met en vedette. Formidable. Alain Finkielkraut, vous avez signé une pétition dans Le Monde avec un certain nombre d'autres intellectuels vous opposant, pour marquer votre opposition au projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par le gouvernement israélien. Pourquoi cette pétition? Pourquoi votre signature? Écoutez, pour un juif de la diaspora, il est toujours difficile de critiquer publiquement Israël. Autrefois, cette difficulté venait du fait qu'on ne s'autorisait pas à parler
car on n'était pas exposé au même danger que les Israéliens. D'où une certaine discrétion. Aujourd'hui, la difficulté est différente. Israël est démonisé. Démonisé notamment par le nouvel antiracisme. Israël est censé mener une politique raciste et donc elle est devenue, Israël, ce pays, est devenu même la cible numéro 1 de l'antiracisme. On vient de le voir après l'assassinat horrible de George Floyd à Minneapolis. Des manifestations ont éclaté dans le monde entier et notamment en France. Lors de la première manifestation, il y a eu une pancarte affirmant que les policiers américains impliqués dans cet assassinat avaient été formés en Israël par l'armée, par le Mossad. Dans la dernière manifestation, on a vu se déployer un certain nombre de drapeaux palestiniens dont on ne comprenait pas bien ce qu'ils faisaient là, et on a entendu enfin ainsi un homme hurlant « ça juif » à l'adresse des militants identitaires qui avaient sur un toit déployé une banderole disant « White Lives Matter » contre le racisme anti-blanc. C'est peut-être une personne ou deux personnes, mais elles n'ont pas été désavouées par la foule, ces deux personnes, et c'était quand même très impressionnant. Donc, effectivement, on ne veut pas aujourd'hui hurler avec les loups. On ne veut pas se joindre à la meute. Mais j'ai pensé, avec d'autres semble-t-il, qu'il était indispensable aujourd'hui de sortir du silence, car la décision du gouvernement israélien a quelque chose d'effrayant et peut-être même de suicidaire. J'avais été très impressionné il y a quelques mois par la campagne lancée par les Commanders for Security, des anciens généraux du Mossad, du Shin Bet, de l'armée de l'air, de la terre, de la marine israélienne, qui montraient les effets délétères et même dévastateurs d'une annexion partielle ou totale de la Cisjordanie pour la sécurité d'Israël. J'ai cru d'ailleurs pendant longtemps que Benny Gantz était le représentant, certes silencieux, mais quand même bien réel, de ces Commanders for Security. Il me semble que je dois déchanter, puisqu'il appartient au gouvernement qui va peut-être prendre cette décision catastrophique. Donc la sécurité d'Israël est en jeu, le droit des Palestiniens à ne pas vivre sous tutelle aussi. La situation risque de devenir incontrôlable. Que va faire la Jordanie? Que va faire l'Égypte? Est-ce qu'on assistera à une recrudescence du terrorisme? Est-ce que le fossé va se creuser entre Israël et un certain nombre de juifs de la diaspora? Tout cela est possible. Je crois qu'il fallait absolument protester contre une telle résolution, inspirée par un Donald Trump lui-même soucieux de son électorat de chrétiens évangélistes. Alors il dit, bien entendu, que cette annexion est partie prenante d'un plan plus général de règlement du conflit israélo-palestinien et de création d'un État. Mais l'État palestinien amputé de cette partie de la Cisjordanie et étoilé n'a absolument aucun sens. Il s'agirait quand même d'une annexion unilatérale. Donc je crois là qu'il est important que des voix juives se lèvent. Il y va du droit à la liberté des Palestiniens, il y va de l'intérêt et de la sécurité d'Israël. Donc je suis affolé par ce qui se prépare et malgré le climat dont je viens de vous parler, je n'ai pas hésité une seconde à donner ma signature. Dans le monde de la diaspora, il y a un grand centre, c'est les États-Unis. Est-ce qu'une déclaration, une pétition de juifs français a la moindre chance d'avoir un impact sur le gouvernement israélien? Ça, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais c'est un début. C'est un début, si vous voulez. Il y aura des pétitions, évidemment, aux États-Unis aussi. Il paraît même que la PAC, l'organisation la plus alignée sur les gouvernements israéliens, est très gênée par ce projet. Donc, c'est un geste parmi d'autres, mais c'est un geste nécessaire. Et d'ailleurs, c'est un geste de soutien aussi à ceux qui, en Israël, considèrent ce projet comme absolument catastrophique. Alain Finkielkraut, je vais vous ramener en France. Nous sommes le 18 juin, 80 ans jour pour jour après l'appel du général de Gaulle. Célébration, commémoration, l'histoire se focalise sur cet événement qui, à l'époque, il faut le rappeler, le général de Gaulle était parti seul à Londres et au maximum, quelques centaines de personnes ont entendu ce premier appel au maximum. Est-ce que, si on prend cet exemple-là, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de réécrire l'histoire? Est-ce que l'histoire n'est pas toujours en réécriture? On la réécrit toujours au vu de notre contexte contemporain? Non, je ne crois pas, parce que l'appel du 18 juin n'a pas été entendu, mais il y a d'autres déclarations du général de Gaulle qui l'ont été. De plus en plus de gens sont venus à Londres, répondant à son appel, et cet appel est devenu célèbre très tôt. Là où je vois une réécriture de l'histoire, c'est dans la décision des auteurs de l'histoire mondiale de la France de ne pas retenir cette date, alors qu'ils ont fait une histoire par date. Donc vous lisez l'histoire mondiale de la France et vous n'avez pas l'appel du 18 juin. Je trouve ça absolument sidérant et je trouve que ça aurait dû être relevé par tous les turiféraires de cette histoire mondiale. Malheureusement, ça ne l'a pas été. Vous allez devoir me pardonner, je ne sais pas ce que c'est que l'histoire mondiale de la France. C'est vous devriez. Non, c'est un livre qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, qui a été dirigé par Patrick Boucheron, historien professeur au Collège de France, et donc qui a été écrit par une pléiade d'historiens et qui tente à nous expliquer que la France n'a pas vraiment d'identité, mais une histoire aléatoire, et que de toute façon, ses meilleurs moments ont été écrits, si vous voulez, par des étrangers. Voilà. C'est à l'autre que la France doit le meilleur de ce qu'elle est. Il s'agit d'une histoire entièrement idéologique, conforme au schéma un peu délirant de l'antiracisme officiel sous lequel nous vivons. Et son succès m'a plongé dans une certaine inquiétude, je dois le dire. En tout cas, la date du 18 juin n'a pas été retenue. Elle aurait dû l'être, justement, si on ne voulait pas réécrire l'histoire, parce que c'est un moment fondateur. Et il est difficile de lire sans émotion cet appel aujourd'hui encore. Bernanos, qui fustigeait le réalisme politique depuis 1936, a très vite dit qu'avec cet appel, de Gaulle a sauvé l'honneur de la France. Oui, c'est vrai. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, dans cette allocution, c'est que de Gaulle n'abandonne pas le réel pour l'idéal. Il dit la guerre va être mondiale, mais il dit aussi nous pouvons vaincre. La défaite n'est pas définitive. Et il y a cette phrase que j'aime tant, foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. C'est très exactement ce qui s'est passé. Il fallait avoir un certain culot et un certain sens de l'anticipation après le désastre de 40 pour envisager les choses comme le général de Gaulle l'a fait. On a dit c'est un rebelle, et en effet, il se rebellait, mais ce rebelle avait aussi un sens puissant des réalités, et c'est cette conjonction du réalisme et de l'idéalisme qui fait de l'appel du 18 juin un des plus beaux moments de l'histoire de France.
Alors, le rebelle de juin 40 est devenu une espèce d'icône revendiquée par toute la classe politique française. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans? Oui, sans doute. Mais après tout, la question est de savoir ce que les gens, ce que ceux qui s'en réclament vont faire de l'héritage du gaullisme. Mais, si vous voulez, c'est quand même l'un des derniers grands hommes de l'histoire, à l'égal de Churchill. Donc, il est difficile, euh, en quelque sorte, de l'oublier aujourd'hui, et on y pense d'autant plus qu'il avait une certaine idée de la France, que dans le cadre de l'Europe, il défendait la souveraineté, et donc on est ramené à lui parce que la France est contestée de l'intérieur par une francophobie de plus en plus stridente, et parce que le thème de la souveraineté euh, revient dans l'actualité. Nous sommes en quelque sorte dégrisés de la mondialisation heureuse, euh, à laquelle peut-être certains d'entre nous ont cru lors des décennies précédentes. Voilà, nous dessoulons aujourd'hui, nous redécouvrons les vertus de la souveraineté, les vertus des frontières aussi, ce qui ne veut pas dire que nous choisissions forcément la voie du souverainisme. On peut penser à l'indépendance économique, agricole de la France dans un cadre européen, mais tout cela, en effet, nous ramène à De Gaulle. Très bien. Emmanuel Bloch. Excusez-moi, je suis obligé de m'arrêter une demi-seconde. Voilà. Bon, alors nous allons repartir dès qu'Alain Finkielkraut reviendra avec nous. Nous allons partir aux États-Unis avec une question d'Emmanuel Bloch sur l'un des événements de l'actualité de ces derniers jours. Ça y est, je suis là. Voilà. Alors, Voilà. la parole ne vient pas de Londres, mais elle vient de New York cette fois-ci, ce soir. Emmanuel Bloch, c'est à vous. Très bien. Oui, merci beaucoup. Bonsoir Alain Finkielkraut, bonsoir tout le monde. Alors après Israël et après la France, je vais effectivement vous emmener virtuellement aux États-Unis où j'habite pour rebondir sur le meurtre de George Floyd. Et la communauté juive américaine est très engagée autour de moi dans la dénonciation des violences policières. Et ce combat existe, je crois, depuis la fin des années 60 avec l'engagement public du théologien Heschel auprès de Martin Luther King. Dans le monde où j'habite, les Juifs pensent qu'ils doivent œuvrer à créer une société plus juste. Nous avons survécu à la Shoah, nous avons survécu à des siècles d'oppression, et les Juifs américains pensent qu'il y a un engagement naturel auprès des opprimés, auprès des discriminés. Je voulais vous demander ce qu'il faut penser de ce modèle, et est-ce que vous pensez que ce modèle serait transposable en France? Écoutez, je ne suis pas sûr de partager complètement votre analyse. Certes, vous vivez aux États-Unis, vous connaissez cette réalité mieux que moi, mais à Martin Luther King ont succédé Malcolm X, Louis Farrakhan et même des personnalités comme Spike Lee. Et donc, cette espèce d'osmose qui s'est produite entre les Juifs américains et les Noirs, pour les raisons que vous dites, et au du mouvement pour les droits civiques, je crois qu'elle s'est défaite peu à peu. Et d'ailleurs, dès les années 70, Bernard Malamud a écrit un très beau roman sur ce thème qui s'appelle, je crois, Le locataire. L'antisémitisme, aujourd'hui, est répandu dans une partie de la communauté noire. Et moi, j'ai en tête des déclarations très pénibles de Spike Lee sur l'omniprésence de l'Holocauste dans la conscience américaine. J'ai en tête aussi un film qu'il a écrit,
qu'il n'a pas simplement écrit, il a réalisé The Insider, je crois, qui porte justement sur cette période de l'histoire, mais dont le personnage vraiment maléfique est un juif profiteur de guerre et collaborateur. Et ce film m'a mis extrêmement mal à l'aise. Donc, la concurrence victimaire a joué très fort aux États-Unis pour, sinon briser, du moins abîmer le lien entre la communauté juive et la communauté noire. Certes, les juifs continuent, dans leur ensemble, d'avoir cette idée que ils ont un devoir de solidarité envers d'autres opprimés, envers d'autres victimes du racisme. Simplement, ça ne pourra plus aller jusqu'à cette grande entente autour de la personnalité charismatique, ouverte, universaliste de Martin Luther King. Et puis j'ajoute que cette idée que l'Amérique a révélé son vrai visage raciste à travers l'assassinat de George Floyd est, si vous voulez, très contestable. On ne peut pas déduire la vérité de l'Amérique de cette image effectivement insoutenable. C'est atroce de voir le genou du policier appuyé sur la nuque de cet homme noir qui répète « I can't breathe », qui appelle sa mère, et ça dure, je crois, 8 minutes 46 secondes. C'est vraiment horrible, effrayant. Mais il faut compter avec les chiffres. 1000 personnes ont été tuées par la police l'année dernière aux États-Unis, 23% de Noirs. Certes, il y a 13% seulement de Noirs dans la population, donc il faut évidemment penser à cela, mais on ne peut pas, justement, avec ce chiffre, parler d'un racisme systémique ou structurel dans la police américaine. Et j'ajoute que l'idéologie dominante aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas le racisme, c'est l'antiracisme. Et d'ailleurs, la preuve en est faite notamment par le roman de Philippe Roth, La Tâche, paru au début de ce siècle. Si vous voulez, c'est l'antiracisme aujourd'hui qui a le pouvoir de faire perdre son poste à quelqu'un, de le faire tomber en disgrâce, de le couvrir d'opprobre, parce qu'il a eu un propos déplacé ou une remarque jugée offensante. C'est ce qui arrive à Coleman Silk, le héros de La Tâche. J'ai lu aussi récemment, dans un livre de Christopher Caldwell, que l'Université du Maryland et l'Université de Stanford avaient demandé à quelques milliers de lycéens de choisir 3 personnes, les 10 personnes les plus importantes de l'histoire américaine qui n'ont pas été des présidents des États-Unis. Martin Luther King a été classé premier. En deuxième position, il y a eu Rosa Parks, celle qui a inauguré la lutte contre la ségrégation dans le Sud. Et la troisième, c'était une esclave fugitive. Donc, vous voyez, 3 Noirs occupant les 3 premières places. Tout cela, quand même, doit être pris en considération quand on veut réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. Donc, l'émotion très profonde est tout à fait légitime, et je pense que moi aussi, pas seulement en tant que juif, mais en tant qu'être humain, je serais descendu dans la rue pour dire ma douleur, mon dégoût, mon indignation, mais je n'en conclurai pas que l'Amérique n'a pas changé depuis l'esclavage ou depuis la ségrégation. Des choses énormes se sont produites, le mouvement pour les droits civiques, l'affirmative action, l'apologie des minorités
par le politiquement correct, le double mandat à la Maison-Blanche de Barack Obama, tout cela quand même doit être pris en considération. Alors la question qui occupe une humanité entière, c'est et alors, que sera le monde d'après? Et sur cette interrogation qui nécessite une véritable vision du monde, je voudrais proposer à Esther Lenman sa première question. Oui, Alain Finkielkraut, je vais reprendre justement la question de Jean-François Strouff. Il y a quelques semaines, en plein confinement, Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, disait « Le monde d'après sera comme le monde d'avant, mais en pire ». C'est une formule qui a été reprise depuis par Michel Houellebecq. Est-ce que vous pensez qu'on a été pris d'une espèce d'illusion collective quand on était enfermé chez nous, en nous disant que ça allait nécessairement changer le monde, cette pandémie qui nous a tous sidérés? Elle nous a tous sidérés, vous avez raison. C'est un événement inattendu, intempestif et inédit. Donc, mais je suis étonné qu'on ait conclu de cet événement qu'une césure absolue allait se produire entre le monde d'avant et le monde d'après. Moi, j'ai été guéri par le XXe siècle de l'illusion et même du désir de la table rase. Et d'ailleurs, les représentations du monde d'après m'ont conforté dans mon scepticisme. Je pense notamment à l'incroyable article publié en plein confinement par Nicolas Hulot, l'ancien animateur d'Ushuaïa et le récent ministre de l'écologie. Il y a là une sorte de litanie, d'anaphore torrentielle. Le temps est venu. Alors, le temps est venu d'applaudir la vie, le temps est venu de créer du lien, le temps est venu de l'empathie, le temps est venu de la bienveillance, le temps est venu de la créativité et de l'impact positif, le temps est venu de croire en l'autre. Moi, je me croyais à lire ce texte dans un film soviétique des années 50, une humanité entièrement réconciliée, plus de problèmes, plus d'opacité, transparence totale, camaraderie, amour généralisé entre les hommes et entre l'humanité et la nature. Et j'ai pensé à Milan Kundera qui disait la fraternité universelle ne peut se fonder que sur le kitsch. Et puis j'ai pensé aussi à cette phrase extraordinaire d'Henri Michaud, que j'espère avoir retenue, qui chante en groupe, mettra, quand on le lui demandera, son frère en prison. Parce que si vous apportez la moindre objection à ce programme merveilleux d'idylle et d'harmonie totale, c'est que vous êtes un ennemi de l'humanité. Donc tout cela me semble extrêmement inutile, futile et même dangereux. J'ajoute que les premières réflexions intelligentes sur le monde d'après ont fait apparaître des concepts que le monde d'avant avait cru pouvoir liquider, parce que le monde d'avant était engagé déjà dans une liquidation du vieux monde. J'ai parlé tout à l'heure de la souveraineté des frontières. Tout le monde se rend compte qu'elles peuvent avoir, l'une et l'autre, une certaine importance, une certaine légitimité. Nous sortons encore une fois de l'illusion, pour le coup, de la mondialisation heureuse. Et puis, ce confinement a apporté quelques belles surprises malgré tout. Le retour du silence, qui avait disparu complètement de nos sociétés, mais qui existait dans le vieux monde. La dépollution de l'air,
une mer redevenue bleue, je dis bien redevenue bleue. Donc, tout d'un coup, nous devrions penser à tout cela, et plutôt que de regarder en avant, nous demander ce que, avec notre hyperactivisme technologique, nous avons perdu et qu'il serait peut-être nécessaire de reconquérir. Il y a aussi un certain nombre de gens pendant cette période de confinement qui ont réfléchi au rapport entre l'individu et l'État. Et je pense en particulier à la philosophe dont le nom m'échappe tout d'un coup, Cynthia Fleury, qui, je ne sais pas si elle a utilisé un terme qui existait déjà ou si elle l'a inventé, mais elle parlait pendant le confinement de bien-surveillance. C'était un mot qui voulait dire à la fois bienveillance et surveillance. C'est vrai que pendant quelques semaines, pendant 2 mois, on est redevenus des enfants et l'État décidait de tout pour nous, y compris du moment, du nombre de minutes que nous avions le droit de passer en dehors de chez nous. Est-ce que vous pensez que cette expérience va laisser des traces? Non, et je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Nous ne sommes pas revenus nous n'avons pas été infantilisés. Nous ne sommes pas précipités dans la servitude. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas agi en enfants obéissants, mais en adultes responsables. On nous a dit que nous devions participer à cette lutte collective contre un virus qui n'était pas extrêmement létal, mais qui était en revanche extrêmement contagieux. Et que le confinement allait pouvoir freiner, sinon peut-être arrêter la propagation du virus. Donc nous avons pensé qu'il fallait agir ainsi. Et ce n'était pas une attitude régressive, c'était une attitude civique. Et heureusement, et la seule chose qu'on peut regretter, justement, c'est peut-être que le confinement n'ait pas commencé plus tôt. Au Portugal, le confinement a commencé plusieurs semaines avant la France, et le Portugal, semble-t-il, s'en est beaucoup mieux tiré que notre pays. Quant à cette idée que nous aurions aisément sacrifié des libertés et que l'État aurait cédé à je ne sais quel penchant punitif ou disciplinaire en suspendant la liberté de réunion, la liberté de culte et la liberté de manifestation, je ne la crois pas du tout valable. Ça a été pour un crève-cœur pour l'État, et notamment pour ce gouvernement animé, habité par une vision économique du monde, de figer l'économie. Ils y sont résolus parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et en espérant que la parenthèse se referme très vite et que l'économie puisse repartir. Et puis, les libertés. Voyons, les libertés. Quand un État à tendance autoritaire ou totalitaire veut suspendre les libertés, la première liberté à laquelle il s'attaque, c'est la liberté d'expression. En France, elle s'est exercée, elle s'est déployée, elle s'est déchaînée sans mesure tout au long du confinement. Les politiques n'ont pas été seulement critiqués, ils ont été insultés, les gouvernants, et même traînés dans la boue, menacés des tribunaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut bien le savoir, ce ne sont pas les politiques qui nous surveillent, c'est le pouvoir social qui surveille les politiques. Et il y a de plus en plus de procès, et l'âge des prisonniers politiques est derrière nous, l'âge des politiques prisonniers commence. Donc, si voilà, surveiller et punir, ce ne sont pas des instruments du pouvoir politique. Surveiller et punir, c'est ceux qui menacent le pouvoir politique aujourd'hui. Et puis, nous voyons ce qui s'est passé. Voyons ce qui s'est passé. À peine le confinement terminé, les manifestations ont repris en France à un rythme encore plus endiablé que dans la période des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, tous les autres États démocratiques sont sidérés par la France. On manifeste tout le temps. Et là, il y a eu des manifestations interdites qui ont eu lieu. Vous voyez, cet État punitif et disciplinaire. Parce qu'on n'osait pas
effectivement mettre en œuvre cette interdiction. Manifestations antiraciste, manifestations ouvrières, manifestations de soignants. Et ça va continuer toujours au même rythme. Donc, où est la menace sur les libertés? Où est la surveillance? Non, tout cela me semble relever du fantasme et je m'étonne de la capacité des êtres humains à se raconter des histoires, à se croire autres qu'ils ne sont, à vivre sous la domination de l'imaginaire. Et en plus, je trouve que ça a quelque chose d'indécent quand on pense à Hong Kong. Parce que là, vraiment, il s'est produit ce qui justement ne s'est pas produit en Europe. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, aujourd'hui, toute critique du gouvernement chinois est assimilée à la subversion, à la sédition et vaut à son auteur l'emprisonnement ou l'expulsion en Chine continentale. Voilà un état d'exception. Voilà un État qui menace réellement les libertés. Alors de grâce, ne jouons pas à nous faire peur. Est-ce que vous trouvez qu'il est légitime qu'une commission d'enquête siège au Parlement pour essayer de voir si l'État, malgré tout, s'il n'y a pas eu des fautes, s'il n'y a pas eu des erreurs pendant cette période? Alors, je ne vais pas revenir sur la question des masques qui manquaient, dont on nous a dit au début qu'ils ne servaient à rien, qui maintenant s'empilent chez les petits fabricants parce qu'on n'en achète plus. Est-ce que vous pensez qu'il est totalement illégitime d'interroger la façon dont l'État a géré cette pandémie? Non, pas du tout. C'est légitime, vous avez raison, dans le cadre d'une commission d'enquête. Et mais pas devant la justice. Non, pour faire toute la clarté sur ces événements et pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je pense que c'est légitime. Oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des retards, oui, il y a eu des atermoiements. Il faut le comprendre, il faut le penser, et comme je vous le disais, il faut en tirer des leçons. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que ces erreurs soient perçues comme des crimes. Il n'y a pas eu de crime. Vous n'acceptez pas le gouvernement a fait ce qu'il a pu, dans des conditions extraordinairement difficiles. Oui, il manquait des masques. En Allemagne aussi, il n'y avait pas de masques. Et quand on n'a pas de masques, quand on n'a pas assez de masques, on les réserve au personnel soignant parce qu'eux, ils sont exposés en première ligne. Et alors on dit, on aurait dû nous traiter en adultes et dire aux gens, ben voilà, on n'a pas de masque, on fait ce qu'on peut avec les soignants. Mais c'est pas aussi simple. D'abord, la clarté n'était pas faite même à l'OMS, et je rappelle aujourd'hui qu'au Danemark, les autorités sanitaires ont toujours et continuent à contester l'utilité des masques, en disant les gestes barrières, la distanciation suffit. Et le Danemark s'en est très bien tiré. Mais admettons qu'à un moment donné, le gouvernement se soit dit, oui, ça serait mieux qu'on ait des masques. Et s'ils avaient balancé la nouvelle, voilà, on n'en a pas pour vous, démerdez-vous, mais on le réserve aux soignants. D'abord, il y aurait eu des mouvements de panique, il y aurait eu des travailleurs dans les services essentiels de l'État qui auraient fait valoir leur droit de retrait, et donc ça aurait pu tout arrêter, et puis la délinquance était en train de se réorganiser. Donc elle aurait visé vraiment les hôpitaux qu'on aurait dévalisés ou tous les lieux où on emmagasinait des accessoires médicaux. Donc tout cela aussi, le gouvernement le savait. Donc ce que je trouve odieux dans cette attitude, c'est l'incapacité de se mettre à la place d'un gouvernement qui agissait en situation d'incertitude. Voilà, vous comprenez, la crise, cette pandémie, elle nous a rappelé à la finitude. Nous pensions maîtres et possesseurs de la nature, et là, nous nous sommes rendus compte que non, tout pouvait arriver, et que même notre maîtrise et notre possession pouvaient disons, contribuer à provoquer des catastrophes. Donc ce rappel de la finitude est utile. Mais là, on réagit par un oubli total de la finitude. Le gouvernement était censé tout savoir, tout prévoir et tout pouvoir. Et donc, ce gouvernement omniscient est comptable de tout ce qui s'est mal passé
quand ça se passe mal, il faut rechercher la cause. Il n'y a jamais de contingence, et la cause en matière humaine, c'est le coupable. Voilà. Et là, on désigne des coupables, et je trouve cette attitude extrêmement préoccupante, et je pense en plus que c'est une spécificité française, car je constate que on ne fait pas ça en Angleterre. Or, Boris Johnson a erré beaucoup plus longtemps que le gouvernement français, puisqu'il a voulu jouer sur comment on appelle ça C'est pareil en Angleterre. Ça a pris un peu de retard, mais les... Oui, il a pris du retard. Il est allé visiter un hôpital le 9 mars, je crois, en serrant la main au patient. Il a fallu qu'il attrape le Covid pour en mesurer le danger. Donc, mais j'imagine que on aurait été gouverné par Boris Johnson, mais on aurait exigé qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Donc, je crois que les Britanniques sont en train de se demander si effectivement ils ont le gouvernement le mieux à même de répondre à une non, crise. mais ils ont raison de se poser la question. Mais ils ne vont pas chercher immédiatement la punition judiciaire. Ils ne veulent pas le mettre en prison. C'est ça, c'est cette espèce de réflexe que je trouve très curieux, qui n'est pas à la hauteur de l'événement. Il nous a tous pris en défaut, et j'ajoute, moi, je n'ai jamais été macronien, mais je constate que la philosophie macronienne a été mise entre parenthèses pendant le confinement, qu'il a pris des décisions qui n'étaient pas du tout au programme, et des décisions dont on devrait savoir lui être gré, notamment le chômage partiel, avec 84% du salaire versé. Chômage partiel en Allemagne, c'est 65% du salaire. Et là, ça vise en France 13 millions de salariés. C'était énorme. Et les efforts faits aussi pour ne jamais avoir à trier les malades, c'est les efforts évidemment des médecins, des infirmières, du personnel hospitalier, mais c'est aussi les efforts du gouvernement, le rapatriement de 130 000 Français de l'étranger dans des conditions extrêmement difficiles, la logistique qu'il a fallu pour transférer des malades d'hôpitaux saturés vers d'autres lieux en France ou en Europe par hélicoptère, par avion ou par train. Tout cela, c'est le gouvernement qui l'a fait. Alors, il faudrait aussi qu'on sache un peu dire merci au lieu de vouloir à tout prix chercher les coupables. Alors Emmanuel, qu'est-ce que tout cela vous inspire de loin de New York? Oui, j'ai aussi une question pour M. Finkielkraut. Dans le cadre de ce monde d'après qui se dessine, et puis parce qu'on m'a demandé de poser une question sous l'angle de la pensée juive, je voulais vous interroger sur la laïcité. La laïcité, c'est une promesse qui a accompagné les Juifs alors qu'ils sont sortis des ghettos d'Europe au XIXe siècle. L'existence d'une sphère laïque, l'existence d'un endroit neutre où on se rencontrait non pas en tant que juif ou chrétien, mais en tant que citoyen. Donc on est juif à la maison, citoyen français, allemand ou anglais à l'extérieur. De nos jours, certains, comme Jürgen Habermas, pensent que nous vivons dans une société qu'il appelle post-laïque, une société globale, un monde hyper connecté à tous les niveaux, transport, information, santé, etc. Et dans ce monde global, la religion semble parfois se réinviter, de facto au moins, dans le débat public. Le grand rabbin du Royaume-Uni, Jonathan Sachs, au lendemain des attentats du 11 septembre, a dit « Si la religion peut être source de violence, c'est qu'elle peut aussi devenir un acteur important de la paix. » Alors, dans ce contexte de ce monde qui se dessine devant nos yeux, je voulais vous demander si vous pensez que le modèle de la laïcité à la française reste pertinent en 2020, ou bien s'il faut penser autre chose. Non, je crois qu'il reste pertinent, même s'il est très attaqué. Et les autres modèles sont aussi, et même davantage, en crise. Alors, il est vrai que tous les autres pays européens, ou beaucoup d'autres pays européens occidentaux, aiment faire la leçon à la France, notamment l'Amérique. Ce qui est extraordinaire, l'Amérique a cru trouver la recette universelle avec le multiculturalisme. Alors, comme elle est multiculturelle, elle aurait dû penser que la France avait droit à son originalité culturelle. Pas du tout. Pas du tout. On le voit fréquemment, et on l'a vu encore récemment avec l'épisode du Burkini.
Le New York Times a fait très violemment la leçon à la France, parce que la France ne s'habitue pas au burkini, au nom de la laïcité et au nom d'une certaine idée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, pour la France, la non-suggestion de la femme, ce n'est pas négociable. Et le New York Times était horripilé par l'attitude française. Moi, je pense qu'une société multiculturelle est en réalité une société multiconflictuelle. Et puis, je voudrais ajouter aussi que la laïcité, son principal penseur est, de manière très paradoxale, notre plus grand philosophe chrétien, Pascal, avec sa distinction des ordres. Vous savez, il y a pour Pascal 3 ordres. L'ordre de la charité, de la grâce, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la chair, des corps. Et ce faisant donc, il sort du dualisme entre la religion et entre la transcendance et l'immanence. Il fonde l'indépendance de l'ordre spirituel. Et c'est ça la laïcité, l'idée d'une indépendance de la culture. C'est ça que l'école française a voulu respecter, et je pense qu'on doit continuer à le faire, à s'inspirer de cette idée-là de la laïcité, et malheureusement, elle est de plus en plus mise en péril, notamment sur les campus américains, où la culture en tant que telle n'existe pas, et cette culture est en quelque sorte pulvérisée en diverses identités culturelles qui cherchent la reconnaissance. Donc l'objectif de reconnaissance se substitue à l'objectif de connaissance, et des identités ne sont jamais assez reconnues. Donc cette société post-laïque revendiquée par Jürgen Habermas, c'est une société où en effet chaque communauté pourrait affirmer sa propre façon d'être et façon de voir, et où nation elle-même ne serait faite que de la multiplicité de leurs composantes actuelles. Donc par-delà même le problème de la laïcité, cette société post-laïque transformerait nos nations en auberge espagnole où chacun apporte son manger. Non, ce n'est pas comme cela qu'on traitera le problème de l'intégration des nouveaux arrivants. C'est le problème le plus aigu de l'Europe aujourd'hui, et l'Europe doit être arc-boutée à ce qu'elle est pour précisément donner quelque chose à ceux qui arrivent. Voilà. Et elle doit pouvoir revendiquer son droit à la continuité historique. Il ne s'agit pas de chasser les étrangers, mais il s'agit de pouvoir les intégrer à la culture européenne. Et d'ailleurs, c'est le chemin, en Europe en tout cas, et même aux États-Unis, que les Juifs ont suivi, et s'ils veulent vraiment être solidaires des immigrés d'aujourd'hui, eh bien, ils devraient invoquer devant eux cet exemple. Alors, le lien entre cette crise et la question environnementale est visible. Je donne très rapidement quelques exemples, et je vous remercie de bien vouloir commenter cela. L'atteinte à la biodiversité concentre les virus sur moins d'espèces, dont l'homme. La déforestation met en contact direct l'être humain avec des espèces qu'il n'aurait dû connaître que par les documentaires animaliers. Le dérèglement climatique, la pollution font chaque année sensiblement plus de morts et de malades que le Covid-19. Dans un quasi-silence planétaire, le dernier point, il est important. On a entendu aujourd'hui que l'ONU nous indique qu'il y a 80 millions de personnes déplacées en 2019 du fait des conflits, mais depuis 2014, il y a plus de réfugiés climatiques que politiques.
Alors, je vais vous interroger sur un concept, le concept juif qui est universaliste, du tikkun olam. Est-ce que ça vous paraît adapté pour sensibiliser à ces causes catastrophiques et agir? Oui, ce que je crois en effet, c'est que la catastrophe écologique est en cours. Elle est en cours. Et elle n'est pas pour demain, elle est maintenant. De plus en plus d'espèces disparaissent. Et moi, j'intègre à la catastrophe écologique, à la différence des écologistes professionnels, en quelque sorte, aussi l'enlaidissement du monde. Voilà. L'écologie devrait prendre en charge la beauté. Et elle ne le fait pas. Mais d'où pour elle le recours aux éoliennes, qui sont une abomination. Et oui, parce que l'enlaidissement du monde, ce sont les hypermarchés à la sortie des villes, c'est le grignotage des campagnes par le périurbain. Et tout ça est terrible. Ça dessine, notamment dans notre pays, ce que Pierre Vermeuren a appelé une France moche. Et je pense que les Gilets jaunes étaient, si vous voulez, des sinistrés et sont des sinistrés de la France moche. Donc cette catastrophe est en cours. Il faut tout faire pour la freiner, voire pour renverser les choses. Mais le lien entre la catastrophe écologique et la pandémie que nous venons de vivre me semble moins évident qu'à beaucoup. Oui, c'est vrai, ça circule de plus en plus, et voilà, le virus a emprunté les voies de la circulation générale. Mais la peste noire nous venait aussi d'Asie, et elle a voyagé jusqu'à l'Europe et jusqu'à la France. Et puis surtout, la déforestation est en cause avec le pangolin, d'accord, mais quand même, c'est un marché d'animaux sauvages. C'est de un marché d'animaux sauvages que tout est parti. Alors, il était dans une ville tout à fait moderne, dans une mégapole de 10 millions d'habitants. C'est vrai. Mais les marchés d'animaux sauvages, c'est pas moderne. C'est ancestral. Et d'ailleurs, les Chinois, le gouvernement chinois, les autorités chinoises font tout depuis longtemps pour interdire ces marchés avec des animaux vivants, avec des pangolins, avec des chauves-souris. Et les coutumes subsistent malgré les efforts du gouvernement. Donc le pangolin se trouvait là en vertu d'une très vieille tradition qu'on n'arrive pas à extirper. Donc tout cela doit être aussi pris en compte, et au lieu que l'on parle d'une revanche de la nature à laquelle l'homme moderne aurait fait tant de mal. Oui, la nature souffre, oui, des espèces disparaissent, oui, les éléphants sont menacés, oui, on entend de moins en moins le chant des oiseaux parce que les oiseaux meurent. Tout cela est vrai. Nous devons absolument en tenir compte. Nous devons nous préoccuper de ces animaux et pas seulement de la survie de l'humanité. Mais je crois qu'il ne faut pas nous raconter que l'épidémie ou la pandémie que nous venons de vivre est une revanche de la nature sur la modernité effrénée. Les choses ne sont pas si simples. Alors, à travers cette grande crise que nous venons de vivre, vous dites qu'on voit monter une opposition entre les élitaires et les populaires. Et j'aimerais appeler tout de suite Esther Lenman à commenter et à vous poser une question. Alain Finkielkraut, est-ce que on ne peut pas dire qu'à toute époque, il y a eu des débats politiques manichéens? Si on pense par exemple à la guerre froide, vous aviez d'un côté un bloc communiste, de l'autre côté un bloc capitaliste. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a maintenant un appauvrissement du débat politique? En tout cas, il y a une radicalisation. J'ai vécu la sortie de l'illusion totalitaire et aussi la fin du totalitarisme. Et donc une époque, les années 80,
90, où notamment dans le monde intellectuel, tout le monde s'est parlé. Les gens de droite et les gens de gauche, la revue Commentaire et la revue Esprit, tout le monde se parlait. Ouais. Tout d'un coup, la haine n'était plus au rendez-vous. Il y avait des discussions, des conversations. Elle l'était 20 ans plus tôt. Dans les années 60, les gens ne se parlaient pas plus que maintenant. Oui, mais un peu quand même. Mais non, parce que... Et là, les choses sont devenues extrêmement tendues et à un moment où en plus, face à tous les dangers qui nous menacent, face au choc de cette pandémie, face au choc civilisationnel, nous devrions nous montrer capables de refaire nation. Il y a des divisions et une violence inouïe qui envenime le débat public. Et un des symptômes de cette violence et de ce qui m'apparaît à moi comme une régression, c'est l'anti-élitisme. L'anti-élitisme. Alors certes, il était très légitime que la France invisible revête un gilet fluorescent pour se rappeler au bon souvenir d'une élite mondialisée et multiculturelle, en disant il n'y a pas que vous et les banlieues, il y a nous et vous devrez nous prendre en considération. Mais aujourd'hui, c'est l'élite en tant que telle qui est visée, qui est récusée, et je n'aime pas du tout cette opposition entre la France d'en haut et la France d'en bas. Je n'en attends rien de bon. Donc, quand je vois par exemple Michel Onfray se revendiquer du peuple, en baptisant en plus sa revue Front Populaire, pour pointer du doigt les populicides, je suis atterré. On ne peut pas raisonner en ces termes, parce que ce sont des termes d'éradicateurs. Voilà. Et je crois que je crois Alfred Sauvy qui disait la démocratie ne consiste pas à s'entendre, mais à savoir se diviser. Ce savoir est fragile, est très fragile, vous avez raison, et il a été souvent attaqué, mais justement, nous devons tout faire pour le préserver et, comme le disait Camus, pour ne pas laisser la critique rejoindre l'insulte, pour ne pas laisser le dernier mot à la haine. Mais vous êtes d'accord évidemment sur le fait qu'il doit y avoir critique, et justement, je voulais passer le micro à Emmanuel qui a une question à vous poser là-dessus. Oui, justement, dans ce cadre, dans ce tableau que vous avez dressé de critique des élites, de dérives populistes, etc., je voulais vous demander s'il y a une place pour l'éthique dans cette réflexion politique que vous menez. Et je vous sais, grand lecteur d'Emmanuel Lévinas, Lévinas a dit dans son livre « Éthique et infini » que la politique doit pouvoir être contrôlée et critiquée à partir de l'éthique. Et il me semble que c'est un modèle qui peut aussi trouver ses racines dans le judaïsme, ou en tout cas dans la Bible, puisque l'on voit en lisant la Torah, l'Ancien Testament, que ce n'est pas un texte hagiographique et qu'on n'a aucun problème. Le texte critique les dirigeants, critique les leaders. Le roi David est sévèrement réprimandé par le prophète Nathan, etc. Alors, est-ce que Lévinas avait raison? Est-ce que l'éthique peut, doit contrôler la politique? Ah, mais j'en suis absolument convaincu. Simplement, la question éthique, comme le dit Lévinas lui-même, est une question difficile. Parce que Lévinas le dit, nous ne sommes pas deux. Si nous étions deux, ce serait simple, je devrais me mettre au service d'autrui. Mais d'emblée, il n'y a pas que moi le prochain, et le prochain, il y a le tiers. Et avec le tiers surgissent toutes les questions. Lequel passe avant l'autre? Avec le tiers surgit l'exigence, et surgissent la politique et la philosophie même.
puisque Lévinas dit, renversant l'étymologie traditionnelle, la philosophie, ce n'est pas l'amour de la sagesse, c'est la sagesse de l'amour. Il faut une sagesse à l'amour, dit Lévinas. Sinon, on a évidemment l'amour tout seul, c'est le pape François. Et c'est pas très sage, c'est même absolument n'importe quoi, notamment sur la très grave question de l'immigration. C'est pourquoi Max Weber a réfléchi et opposé, ou en tout cas distingué, la morale de conviction et la morale de responsabilité. C'est pourquoi aussi je suis très sensible à la profession de foi de Raymond Aron. Dans les années 30, jeune et brillant normalien, il va donner une conférence au ministère, au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Il est magnifique, etc. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères lui dit: ce que vous avez fait est extraordinaire, mais j'ai une question à poser. Que feriez-vous à la place du ministre? Et Raymond Aron a décidé de toujours garder cette question en tête. Justement, avant qu'une éthique irénique, angélique, se pose en juge des gouvernants. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Parce que sinon, l'éthique, ça peut devenir n'importe quoi. La morale du cœur est une morale qui ne réfléchit pas, qui ne se pose pas, justement, comme dit Lévinas, la question du tiers. Et donc, la défiance des Français, d'un grand nombre de Français vis-à-vis des gouvernants, je ne suis pas sûr qu'elle relève d'un réflexe éthique. C'est une logique du soupçon ancrée sinon dans le tempérament national, du moins dans l'histoire nationale. Et je pense notamment à un philosophe que Aron a su admirablement critiquer, qui est justement le philosophe Alain. Parce que Alain partait d'une sorte d'incompatibilité entre le citoyen et les pouvoirs quels qu'ils soient, même les pouvoirs démocratiques, si vous voulez. Pour lui, la démocratie n'était pas un mode de gouvernement, mais un mode de surveillance des gouvernants. Et Raymond Aron, dans ses chroniques de guerre, a très merveilleusement critiqué Alain, et il a dit ceci: le vrai citoyen veut choisir ses chefs, non les enchaîner par le soupçon perpétuel. Il veut la grandeur de la nation en même temps que la sécurité personnelle. Il veut des pouvoirs légitimes, mais capables d'action. Le citoyen ne s'accomplit pas dans la lutte contre les pouvoirs, mais dans une libre adhésion à la communauté. Donc, si vous voulez, l'acte civique, c'est pas l'accusation. L'acte civique, c'est la participation. Et je pense que c'est oublié aujourd'hui. C'est oublié parce que, justement, la France a cette tradition de la défiance perpétuelle, du soupçon. Alors, on dit souvent que, avec la fin du totalitarisme, on a assisté en France à la victoire d'Aron sur Sartre. Je crois que, malheureusement, on assiste notamment aujourd'hui à la victoire d'Alain sur Aron et comme sur Sartre. Voilà. Et donc, encore une fois, l'exigence morale doit être au cœur de la politique. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il faut aussi que cette morale soit à la hauteur de ses ambitions et qu'elle envisage les problèmes et les dilemmes au lieu de s'enfermer dans un manichéisme complaisant. Merci beaucoup. Esther, une toute dernière question. Emmanuel, une toute dernière question. Pour ma part, oui, j'ai une question qui est à la fois la suite de ce que vous disiez et un retour à ce qu'on disait tout à fait au début à propos de l'anniversaire du 18 juin 40. Les institutions politiques françaises dont nous avons hérité, notre génération, ont été créées, tout le monde le sait, par le général de Gaulle à sa mesure. Elles ont aussi été créées du fait de sa défiance des partis politiques. Il n'aimait pas la 4e République, il ne s'en était jamais caché. Mais est-ce que nous ne souffrons pas du fait que ces institutions politiques ont été créées pour un leader exceptionnel, pour un chef d'État hors norme, et elles ne correspondent pas à la réalité
qui est que la majorité des hommes politiques sont des gens normaux. Écoutez, oui, vous avez raison, c'est vrai. De Gaulle n'a pas eu de successeur tout à fait digne de lui, mais il n'y a pas de grands hommes de génération en génération. Simplement, je crois que, justement, en réaction à ce qui se passait sous la Quatrième République, De Gaulle a voulu un État fort, un exécutif qui puisse vraiment gouverner. Et il me semble aujourd'hui, en France, même si les institutions restent imprégnées de la pensée du général de Gaulle, même si nous avons la constitution gaulliste toujours, il me semble que l'État est de plus en plus faible, de plus en plus entravé. Les politiques, je le disais tout à l'heure, sont sous surveillance, notamment sous surveillance de la justice. Donc, leur marge de manœuvre est toujours plus étroite parce que c'est la justice française, mais c'est aussi la justice européenne. On vient d'apprendre d'ailleurs que les élections de 2017 sont le résultat d'un putsch judiciaire. Inconcevable quand même, sous la quatrième et au début de la Cinquième République. Eh bien, celle qui dirigeait le parquet national financier vient de déclarer à une commission d'enquête que si elle s'était hâtée de poursuivre François Fillon et ensuite le faire mettre en examen, c'était sous une pression du parquet. Et il est vrai que c'est allé extrêmement vite. Donc, on a voulu se débarrasser d'un candidat qui n'avait pas le bon profil. Ce qui fait que l'élection n'a pas été conforme aux souhaits des Français. Et il aurait mieux valu, tout le monde peut le penser aujourd'hui, une finale Macron-Fillon qu'une finale Marine Le Pen-Fillon. On n'y a pas eu droit à cause d'une intervention très abusive de la justice. Donc, le pouvoir judiciaire, par exemple, est de plus en plus fort. À l'extérieur de l'Europe, parce que à l'extérieur de la France, les cours de justice européenne, et à l'intérieur de la France. Il y a aussi les effets de la mondialisation. L'État, et on le voit bien, a une capacité toujours amoindrie. Donc, à mon avis, il faudrait retrouver la capacité d'un exécutif digne de ce nom en France, avant de se dire qu'on doit en finir avec l'héritage du général de Gaulle et avoir une constitution et des institutions à la mesure des hommes ordinaires. Je crois que le vrai problème n'est pas là. Il est dans la faiblesse de plus en plus grande de l'État en France. Alain Finkielkraut, de plus en plus de Juifs ont la tentation d'abandonner la France pour aller vivre dans d'autres pays du fait de ce qu'ils ressentent comme une vague forte d'antisémitisme depuis plusieurs années. Quel est votre sentiment ? Je les comprends, d'autant plus que c'est un antisémitisme inculpabilisable, parce que ce n'est pas un antisémitisme qu'on peut éteindre en projetant nuit et brouillard au Shoah. C'est un antisémitisme d'un nouveau type, c'est un antisémitisme très répandu dans le monde arabo-musulman et relayé par le clientélisme d'une extrême gauche sans foi ni loi. Donc je comprends les Juifs que cet antisémitisme désespère, car en plus, il semble, étant donné le rythme de l'immigration, il semble avoir l'avenir devant lui. D'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas céder devant cette vague. Il faut tenir bon. Il faut résister. Et puis, où aller ? Dans d'autres pays européens, c'est pas en Angleterre que les Juifs
vont être heureux, même si le Parti travailliste a eu, en rejetant Corbyn, une réaction dont la gauche française, en tout cas la France insoumise, se montre incapable. Donc voilà, la question se pose au niveau européen. Alors il y a la solution, bien sûr, de l'ALIA, mais l'ALIA est toujours préférable quand elle est habitée par un projet positif que lorsqu'elle vient simplement d'un sentiment de désarroi ou de découragement dans le pays où on vit. Voilà. Et donc, je comprends ce sentiment, mais j'appelle personnellement, enfin, si j'ai la moindre légitimité à lancer un appel, j'appelle les Juifs français quand même à rester sur place et à tenir bon. Écoutez, merci beaucoup à vous, Alain Finkielkraut, du temps extraordinaire que vous avez bien voulu nous consacrer ce soir. Merci au formidable panel constitué d'Emmanuel Bloch de New York et Esther Lenman. On déplore bien sûr que notre ami Alexis Lacroix, pour des raisons simplement techniques, n'ait pas été des nôtres ce soir et on lui transmet un salut très amical. Absolument. Merci à nos partenaires donc de Radio J, d'Hexagone Society. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez fait l'amitié de participer à ce débat. La prochaine rencontre Zoom de l'Écuge se fera avec Beate et Serge Klarsfeld dans exactement une semaine, mais à 18h30. Et puis, Alain Finkielkraut, j'espère que la prochaine fois, ce sera, comme vous avez l'habitude de l'avoir fait très souvent au cours des dernières années, une rencontre totalement présentielle dans les beaux locaux de la rue Lafayette, avec grand plaisir. On a aussi dimanche Jacques Attali qui interviendra. Enfin, il y a plein de choses. Je rappelle aussi à tous ceux qui veulent qu'on démarre des cours d'hébreu en juillet. Comme ça, quand vous poserez la question de l'ALIA, vous serez armés pour pouvoir bouger. Et ce sera un choix culturel et pas un choix de fuite, etc., etc. Donc, beaucoup de choses. Attali, les Klarsfeld, merci infiniment à toutes et à tous d'être avec nous encore à cette heure tardive. Et merci encore Alain Finkielkraut. C'était passionnant. On va rediffuser ce que vous avez dit pour que plus de public encore puisse vous voir et vous entendre. Merci à tous et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous trois.